Bonjour Monsieur Asselineau. Le climat social se tend en France. Quelle en est votre analyse ? Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2016. Alors en effet, au cours de la journée, mais ça avait déjà commencé les journées antérieures, on a assisté à des mouvements sociaux d'assez grande ampleur, avec d'ailleurs parfois des troubles à l'ordre public, menés par une série de professions. On a à la fois la grogne, comme on dit, comme disent les journalistes, chez les artisans taxis, les chauffeurs de taxi, d'une part, on a la grogne des fonctionnaires, on a le mécontentement des aiguilleurs du ciel, on a les cris d'alarme lancés par les agriculteurs, on a également les agents de EDF qui sont très inquiets sur l'évolution de leur entreprise. On a également, ne l'oublions pas, même si en ce moment ils ne se sont pas manifestés là ces derniers jours, mais on a également un très fort mécontentement chez un grand nombre de professions libérales, les notaires, les avocats, les médecins, alors le point commun de toutes ces professions, c'est quoi ? Eh bien, c'est que, en réalité, elles voient que les unes après les autres, tout le cadre de travail qui était le leur, qui avait été fixé parfois depuis des décennies, est en train de voler en éclats. Et le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, le facteur déclencheur, c'est justement les déréglementations imposées par la construction européenne. Ça n'est pas toujours vrai. Il y a aussi certaines évolutions techniques. Par exemple, en matière, parlons de l'affaire des taxis. L'affaire des taxis, c'est quand même une situation qui est compliquée parce que, d'un côté, les évolutions techniques permettent maintenant d'avoir des plateformes Internet qui permettent de mettre en relation très rapidement des gens qui ont besoin d'un taxi et puis des personnes qui peuvent jouer le taxi avec leur voiture personnelle, ce qu'on appelle les VTC. Et c'est particulièrement prisé, par exemple, pour des jeunes qui vont faire la fête le soir, mettons à Paris ou dans les grandes villes, et qui, pour rentrer en banlieue à une heure très tardive, eh bien, essayent d'avoir comme ça un VTC. Il y a une plateforme qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, une entreprise privée. Ça leur coûte moins cher. Mais donc on peut comprendre ceux qui sont favorables à ce système de VTC. Mais il faut également comprendre le problème qui est posé aux artisans taxis. Parce que comme vous le savez certainement, un artisan taxi, c'est quelqu'un qui a dû, pour pouvoir être artisan taxi, acheter une licence, une plaque, comme on dit, une plaque d'immatriculation. En fait, c'est une licence de taxi qui coûte horriblement cher. Ça peut coûter 180 000, 200 000, 250 000 euros. Je dis bien 250 000 euros. C'est le prix d'un appartement en banlieue. Alors il est bien évident que si d'un seul coup l'État décide de tout déréglementer et d'autoriser des gens qui n'ont pas fait cet effort financier qu'ils doivent donc que les artisans taxis doivent donc amortir pendant des années, si d'un seul coup n'importe qui peut faire le taxi, ben eux ils se retrouvent plombés, ils ne peuvent plus rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour acheter leur plaque, et puis finalement leur plaque à terme elle ne voudra plus rien. Alors face à une telle situation, à l'évidence, le gouvernement n'a pas pris la mesure du problème. C'est toujours... on parle d'ubérisation de la société, c'est-à-dire on va tout déréglementer, tout ça, ça va être formidable. Oui, sauf que les gens qui sont taxis, mettons-nous un peu à leur place, ils risquent de se retrouver ruinés. La cerise sur le gâteau, c'est que les évolutions de cette déréglementation a quand même été encadrée par une loi que l'on appelle la loi Thévenoud, puisque c'est le député qui s'occupe de ça, qui est assez actif sur le sujet. Or, le Thévenoud en question, tout le monde se le rappelle, c'est le fameux Thomas Thévenoud, vous savez, le type qui avait du psoriasis sur les mains lorsqu'il s'agissait de faire un chèque pour payer ses impôts. C'est-à-dire ce monsieur qui avait été au gouvernement, rappelez-vous, il y a quelques semestres de cela. Il avait été secrétaire d'État au commerce extérieur, ou ministre délégué, je ne sais plus. Au commerce extérieur, ça n'avait pas duré longtemps, ça avait duré un mois, puisque ensuite, on avait découvert qu'il ne payait absolument aucun de ses impôts, il ne réglait pas ses factures d'EDF, enfin rien, il avait, paraît-il, vous savez, une phobie administrative. Alors, c'est quand même un peu de la provocation, à mon avis, c'est de la provocation que le gouvernement ait comme une espèce d'interlocuteur face à ces professions d'artisans taxis qui sont gravement menacées, qui, lâchons le mot, qui risquent d'être ruinés.
Et on leur met comme une provocation ce monsieur Thomas Thévenoud qui, comme vous le rappelez, après avoir arnaqué ainsi le fils, ne pas l'avoir payé, avoir été ministre, pris la main dans le sac, il a démissionné du gouvernement, mais il s'est retrouvé comme un grand député à l'Assemblée nationale avec le salaire y afférent. C'est d'une maladresse extraordinaire. Pour revenir au fond du dossier, moi ce que je pense en l'espèce, c'est qu'il y a évidemment des évolutions sociétales et technologiques sur lesquelles il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut être quand même... faut pas être... Moi, je ne suis pas du style à être systématiquement du côté de tous les gens qui râlent. Ça, c'est du populisme. Ça finit par énerver un peu tout le monde. C'est pas raisonnable. En revanche, il faut tout faire pour que si des transitions, si des nouveaux métiers apparaissent, il faut tout faire pour que personne ne soit le dindon de la farce. C'est la raison pour laquelle je trouve que le gouvernement aurait dû, très en amont, anticiper cette évolution, prévoir une espèce de fonds de garantie, par exemple, pour les artisans taxis, de telle sorte que les plaques qu'ils achètent, qui valent donc extrêmement cher, et qui risquent au cours des années qui viennent de voir leur valeur diminuer du fait de l'arrivée de ces nouveaux moyens de mettre les gens en relation les uns avec les autres, eh bien, il faut absolument là que la collectivité nationale, je pense, fasse son devoir en permettant aux artisans taxis de ne pas être complètement ruinés, parce que c'est une évolution de la société elle-même. Voilà ce que je pense. Ça ne doit pas d'ailleurs coûter des sommes absolument monumentales. Nous devons quand même penser à tous ces artisans taxis qui ont une famille, des enfants à nourrir. Alors ça, j'ai parlé des artisans taxis. Il y a la colère des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ça va bientôt faire 6 ans et que leur salaire est gelé. Alors depuis 6 ans, je suis désolé, mais depuis 6 ans, les prix ont quand même augmenté. L'inflation telle qu'elle est calculée par l'INSEE n'est pas extrêmement élevée, c'est exact, mais elle n'est pas nulle pour autant. Par ailleurs, il y a aussi des effets, en dehors de l'inflation, des effets de substitution. Par exemple, on va sortir un nouveau produit plus cher que le précédent, et puis le précédent, finalement, on ne le trouve plus. Donc finalement, on monte en gamme. Au total, et puis il y a des évolutions différentes. Par exemple, les loyers n'ont pas la même évolution, par exemple, que le prix des carottes. Donc au total, on se retrouve avec des salaires pour les fonctionnaires qui sont gelés depuis maintenant 6 ans. Alors là aussi, il y a un phénomène de provocation. Pourquoi ces salaires sont-ils gelés ? C'est toujours les fameuses grandes orientations de politique économique qui sont imposées par la Commission européenne, n'est-ce pas ? Il faut absolument lutter contre le déficit, etc., etc. Donc, on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Donc, on ne réévalue pas les salaires des fonctionnaires. Ce qui, bien sûr, vise à diminuer le coût de la fonction publique. Je n'en disconviens pas, mais ce qui a aussi pour effet de ralentir la machine économique, parce que les fonctionnaires, en général, ne dorment pas sur leur magot. Ils sont des citoyens comme les autres et ils dépensent. Donc si on diminue les salaires des fonctionnaires, c'est un coût que l'on porte à la consommation des ménages au niveau macroéconomique en France. Ça peut donc ralentir la croissance et, au bout du compte, faire baisser davantage encore les recettes de l'État. C'était les leçons de l'économiste Keynes qui nous avait montré ça en 1936. Alors, là aussi, il y a une provocation. Je disais tout à l'heure que pour les chauffeurs de taxi, c'était Thomas Thévenoud. Mais là, la provocation, elle vient d'où ? Elle vient tout simplement de Bruxelles, de la Commission européenne, puisque je rappelle qu'il y a quelques semaines, à la fin de 2015, on a appris que les fonctionnaires, mais pas les fonctionnaires français cette fois-ci, les fonctionnaires européens, plus exactement les fonctionnaires des différentes nationalités des 28 États qui sont à Bruxelles, eh bien, allaient bénéficier d'une augmentation de salaire tout à fait confortable de 2,4%, s'il vous plaît, avec un rappel sur les 6 derniers mois. Voilà. Je rappelle que par ailleurs, ils ont des retraites de nabab, que pour liquider sa pension de retraite à taux plein, il suffit d'avoir été pendant 15 ans fonctionnaire à Bruxelles. C'est autre chose que les 41 ans de cotisation qui sont demandés aux salariés en France.
Et je rappelle d'ailleurs également que ces pensions de retraite sont calculées à un très haut niveau. Voilà. Donc, au moment même où on serre la vis des fonctionnaires français, depuis maintenant 6 ans, eh bien, les fonctionnaires européens qui sont déjà très 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 grassement payés, surtout pour le travail qu'ils font, nous on propose d'en sortir de tout ça. Nous, on n'a pas envie de payer les fonctionnaires européens qui nous coûtent des fortunes. Mais en plus, ils gagnent beaucoup d'argent et ils se sont fait attribuer une augmentation de 2,4% avec effet rétroactif sur 6 mois. Dans ce lot-là, il y a des protestations. Il y a les aiguilleurs du ciel également, qui sont très mécontents parce qu'ils ont des problèmes de retraite qui sont remis en cause, comme d'ailleurs c'est le cas d'un grand nombre de professions. On a, je l'ai déjà dit, je crois que j'en avais déjà parlé, on a les problèmes des professions libérales, les notaires, les retraites, les médecins. Les médecins qui sont quand même très inquiets suite à la loi votée par MST, comme elle est appelée dans le milieu, c'est-à-dire Marisol Touraine. La fameuse loi Marisol Touraine qui a quand même pour l'inquiétude qui est derrière tout ça, c'est qu'au bout du compte, cette loi MST pourrait avoir pour effet assez rapidement de transformer, de donner tout pouvoir à horizon d'une dizaine, 5 ou 10 ans, à des mutuelles au détriment et que les médecins ne soient plus que des salariés, si j'ose dire, des mutuelles, et que les mutuelles, par ailleurs, piétinent le secret médical allègrement pour retenir les bons clients et écarter les mauvais clients, etc., etc. Donc c'est toute la médecine libérale qui est en train d'être remise en cause, là aussi bien entendu, sur les instructions de la Commission européenne et sur l'effet des traités. Et puis je voudrais dire un mot pour conclure ce panorama sur 2 catégories professionnelles. Les agriculteurs qui sont dans une situation de plus en plus épouvantable. Les dernières statistiques montrent que les rémunérations des agriculteurs français sont en berne, au moment même d'ailleurs où dans notre dos collectif, le gouvernement français laisse la Commission européenne négocier le projet de TAFTA avec les États-Unis d'Amérique qui aurait pour effet de porter un coup peut-être fatal à l'agriculture française. Et puis la dernière catégorie qui se manifeste en ce moment, eh bien, ce sont les salariés d'EDF. Alors EDF, c'est quand même quelque chose d'assez triste. EDF, c'est quand même le grand électricien né des nationalisations de la Libération, Électricité de France, dont je rappelle qu'il était devenu un des tout premiers électriciens mondiaux, même le premier électricien mondial, puisque c'était une grande entreprise nationalisée sur l'ensemble du territoire avec un monopole général, à la fois en production, en distribution, etc. Alors certains ont pu tiquer parce que il était de notoriété publique que les syndicats et notamment la CGT bénéficiaient grâce à des accords qui avaient eu lieu sous le ministre communiste de l'après-guerre. Marcel Paul avait droit à des positions tout à fait satisfaisantes pour eux, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait un pourcentage non négligeable du chiffre d'affaires qui allait dans les caisses, notamment des grands syndicats, en particulier de la CGT, dont acte. Mais alors, à part ça, c'était quand même une entreprise qui avait été gouvernée admirablement. Je tiens à souligner notamment un très grand président d'EDF qui s'appelle, je crois, il n'est pas décédé, il vit toujours, qui s'appelle Marcel Boiteux, qui avait fait d'EDF un des champions mondiaux en fait, de l'électricité. Beaucoup de pays du monde venaient justement voir ce que faisait la France avec son réseau électrique qui marchait admirablement bien. Il y avait les pannes étaient rarissimes. Ça marchait très bien. L'électricité était produite et était distribuée à tous les Français au même niveau. C'est-à-dire qu'on habitait, si l'on habitait à quelques kilomètres d'une centrale de production d'électricité ou qu'on était au fin fond d'une montagne, eh bien on payait à peu près le même tarif. Donc c'était un outil d'égalité entre les Français. C'était la quintessence même du service public à la française. C'est ce que d'ailleurs nous voulons rétablir. Nous voulons, je le rappelle, rétablir EDF comme une entreprise totalement nationalisée. L'État en possède encore 85%, mais nous voulons également rétablir EDF avec tout son apanage, c'est-à-dire à la fois production et distribution, puisque tout ceci commence à être coupé par appartement, par morceaux, suite aux directives européennes. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer ?
Eh bien, sur pression européenne, et en fait sur pression américaine, le modèle économique qui avait été mis en place par la France d'après-guerre et qui avait donné toute satisfaction, il suffit, notamment je parle de la période Marcel Boiteux, eh bien, a été remis en question. C'est dément. C'est dément. Dans l'art de la guerre que connaissent bien les Chinois, quand vous avez l'armée la plus forte, ou quand vous avez un atout numéro 1, à aucun moment vous n'avez intérêt à commencer à le déglinguer. Il faut vraiment être dingue ou être acheté pour s'attaquer à l'un des fleurons de l'industrie française. On l'a vu malheureusement sur bien d'autres cas. Donc, eh bien maintenant, du fait de la mise en concurrence et du fait que EDF est traité comme une société comme parmi beaucoup d'autres, eh bien, on assiste au même phénomène on se rapproche en tout cas des phénomènes que l'on a connus ou que l'on connaît dans des pays comme les États-Unis, avec des coupes, des pannes d'électricité géantes, des problèmes de sous-investissement, parce que sans entrer dans des détails, il y a un modèle économique particulier à la production d'électricité. C'est une espèce d'industrie extrêmement lourde où les investissements doivent être calculés sur 40 ans. Pensez à une centrale nucléaire, mais aussi à une centrale à charbon, une centrale hydroélectrique. Bon, maintenant, quand on se rapproche du privé, eh bien, on a des raisonnements d'actionnariat à très court terme, où il faut rendre des comptes trimestriels. C'est une toute autre philosophie qui vient en choc frontal avec la nécessité de voir loin, de faire des investissements sur 30 ou 40 ans. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que on a appris ces jours-ci que le président de EDF a annoncé au comité central d'entreprise qu'il allait falloir supprimer à peu près 4000 emplois. Enfin, il y a une petite incertitude sur le nombre d'emplois. Que par ailleurs, il faut être en concurrence. Jean-Bernard Lévy, qui est le président d'EDF, il est obligé évidemment de tenir compte du cadre réglementaire, législatif et européen qu'on lui impose. Et donc on est en train de prendre des participations ici, d'acheter par exemple une participation de Areva, ce qui en termes stratégiques est sans doute une bonne chose, mais ce qui coûte. Il y a la concurrence de Hinkley Point en Angleterre qui arrive. La Commission européenne a décidé de la mise en concurrence maintenant de toutes les centrales de production hydroélectrique. Bref, voilà, le résultat, c'est que EDF est déstabilisé, profondément déstabilisé, et qu'on va avoir 4000 personnes sur le carreau. C'est la raison pour laquelle les gens manifestent. Alors, au total, sur cette situation sociale, j'ai été un petit peu long parce que j'en parle finalement assez peu. Et c'est un tort, parce que la situation sociale, c'est quand même ce qui nous concerne tous, au jour le jour. Eh bien, moi, je dis au gouvernement qu'il devrait vraiment faire attention. Il devrait vraiment faire attention parce qu'on a le sentiment que la marmite, elle chauffe, comme c'est souvent le cas en France. Elle chauffe maintenant depuis des années. Elle commence à bouillonner. Et là, on voit que le couvercle qui est dessus commence à sursauter parce qu'il y a des bouffées de vapeur qui commencent à faire sauter le couvercle. Le gouvernement français serait bien avisé de se rendre compte qu'il est d'une extrême impopularité. D'ailleurs, les derniers sondages ont montré que M. Hollande et M. Valls, je sais pas où ils en sont, ils ont dû creuser. Ils ont, paraît-il, encore perdu 5 points. Je sais pas comment ils font pour perdre toujours 5 points. Il y a un moment à partir duquel ils doivent se retrouver de l'autre côté de la Terre, j'en sais rien. En attendant, le gouvernement est extrêmement impopulaire. Les mesures qu'il a prises dans un domaine politique, on va en parler dans un instant, je pense, en matière notamment d'état de siège, commencent à lui valoir maintenant des protestations qui se généralisent. Et en plus de ça, le chômage ne fait qu'augmenter. Monsieur Hollande, je le disais la dernière fois, essaie de le camoufler avec des stages bidons et des stages parking. Et maintenant, ce sont les professions, les unes après les autres, qui commencent à protester. Donc les ingrédients sont en train de se mettre en place pour que l'année 2016 soit peut-être une année avec de très gros bouleversements sociaux et politiques. Attendons de voir. Quelle est votre analyse de la situation politique intérieure ? Eh bien, je viens d'en parler à l'instant. La situation sociale est en train de s'aggraver, peut-être au bord de dégénérer. Et ce qui est grave pour le gouvernement, c'est que ça se télescope avec une grave crise politique. La grave crise politique, elle est issue d'un certain nombre de facteurs.
hein, comme tous les débuts de très très grands bouleversements politiques, parce que je pense qu'il y a un grand bouleversement politique qui, d'une façon ou d'une autre, arrive. Je ne sais pas si c'est à horizon de 2 mois, ou 2 ans ou de 5 ans, mais il y a un grand bouleversement politique qui arrive en France. Et comme tous ces phénomènes-là, c'est multifactoriel, il y a différentes causes. Donc, parmi les causes du malaise politique en France, il y a en fond de décor, c'est toujours le même. C'est que nous avons des élus, un président de la République, un Premier ministre, des ministres, des députés, des sénateurs, qui en fait ne sont plus que des marionnettes, ils n'ont pas le pouvoir, tout est décidé à Bruxelles par la Commission, à Francfort pour la monnaie, à Luxembourg pour les décisions de justice de la Cour de justice de l'Union européenne, et puis à Washington pour toutes les questions diplomatiques, géopolitiques, militaires et parfois économiques et monétaires. Donc ça, c'est le fond de décor, c'est que déjà, les dirigeants français ne dirigent plus vraiment leur pays, ou plus exactement, quand ils le dirigent, c'est pour le compte de puissances qui n'ont rien à voir avec le peuple français. Et puis il y a un deuxième fond de décor, c'est l'élection profondément illégitime de François Hollande en 2012. On ne cessera pas de dire que François Hollande s'est fait élire sur une escroquerie, un programme, mon adversaire c'est la finance, etc. Et il est apparu comme ayant escroqué la volonté du peuple français. Donc c'est depuis lors qu'il traîne comme ça lamentablement des scores dans les sondages effrayants, parce qu'en fait, il souffre d'une illégitimité qui est apparue très rapidement lorsque l'on a vu qu'il avait fait un programme sans aucun rapport avec ce qu'il allait faire ensuite. Et puis alors, il y a une cause beaucoup plus récente, ce sont les attentats de 2015, qui lui ont valu au président de la République et au Premier ministre un surcroît de popularité, qui d'ailleurs c'est pas très sain, c'est malsain. C'est malsain, une popularité qui rebondit sur des événements d'une telle nature. Ça laisse penser qu'il y a pu y avoir des calculs sordides, d'utiliser ces drames humains épouvantables pour des profits politiques. Mais surtout, ce sont les conséquences, et c'est la déclaration de l'état d'urgence. Je rappelle que l'UPR a été le seul et le premier mouvement politique à réagir dès les attentats du 13 novembre dernier, le soir même, où on s'est inquiété de la proclamation de cet état d'urgence, et notamment sur l'ensemble du territoire français. Vous savez qu'ensuite, il a été étendu sur l'ensemble du territoire de la République française, c'est-à-dire notamment outre-mer, et puis il a été étendu pour 3 mois. Et puis alors on a appris donc il y a quelques jours, c'était au sommet de Davos, le Premier ministre français, M. Manuel Valls, répondant à une des questions d'une journaliste, je crois, de la BBC, qui lui demandait « Mais cet état d'urgence, il va y en avoir pour combien de temps ? Pour 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 30 ans ?» Il n'a pas démenti, il n'a même pas démenti les 30 ans, puisqu'il a dit qu'il fallait maintenir l'état d'urgence tant que Daesh ne serait pas éradiqué, non seulement en France, mais au Moyen-Orient, en Afrique, voilà, aux Caraïbes, sur la planète Mars, enfin voilà. En d'autres termes, ça revient à dire que le gouvernement français s'estime les mains totalement libres pour maintenir un état d'urgence ad vitam aeternam, autant que de besoin, pendant des années si ça lui chante. C'est lui seul qui en déciderait. Alors c'est quand même absolument scandaleux. C'est tout à fait scandaleux. C'est les libertés publiques qui sont vraiment directement menacées. C'est d'autant plus scandaleux que on sait très bien que les tenants et les aboutissants, les origines de ce fameux prétendu État islamique sont plus que troubles. J'en reparlerai tout à l'heure sur les révélations sensationnelles du New York Times. Donc il y a au Moyen-Orient, il y a des circuits de financement qui sont quand même extrêmement préoccupants. Alors si le gouvernement français fait durer l'état d'urgence jusqu'à la fin d'un mouvement politique qui, par ailleurs, est soutenu en sous-main par certaines forces occidentales, ça peut durer très très longtemps. C'est d'un cynisme inouï. Alors ceci n'a pas échappé à un grand nombre d'observateurs. Le Conseil de l'Europe, dont je rappelle qu'il n'a rien à voir avec les institutions européennes, le Conseil de l'Europe s'est ému par la bouche du commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et qui a fait part sur une radio française il y a quelques jours de l'inquiétude que la situation en France suscitait parmi les États membres, les 47 États membres du Conseil de l'Europe. Et puis, quelques jours ensuite, ce sont des experts de l'Organisation des Nations Unies qui sont également venus à la rescousse et qui ont dit qu'il fallait que la France cesse cet état d'urgence illimité. Et puis alors, ça a été relayé en France. Alors,
nous, on a été le premier à protester, mais il y a eu ensuite la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature. Maintenant, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme, et puis un certain nombre de forces, situées essentiellement d'ailleurs à gauche, et qui se manifestent et qui vont d'ailleurs organiser des manifestations. Il y en a samedi à Paris pour protester contre cet état d'urgence illimité. Alors, ça n'est pas exactement la seule chose. Enfin, on voit bien que politiquement, François Hollande risque de perdre non seulement au point de vue social, mais également de perdre un certain nombre de forces de gauche qui maintenant commencent à comprendre ce que je dis moi depuis maintenant plusieurs mois, sans contredit d'ailleurs, c'est que le gouvernement français actuel est bel et bien le gouvernement français le plus d'extrême droite que la France ait connu depuis 1944. Il faut quand même se pincer pour le croire, de voir un gouvernement qui nous annonce la bouche en cœur qu'il envisage de maintenir l'état d'urgence pendant des décennies entières. Enfin, il faut quand même se ressaisir. Alors, à ceci doit s'ajouter encore autre chose, c'est que l'on a appris que le président de la République aurait décidé de rallier, de reprendre le protocole de l'OTAN que le général de Gaulle avait dénoncé au mois de mars 1966. Et donc, en mars 2016, peut-être pour fêter, si j'ose dire, le 50e anniversaire de la grande décision de Charles de Gaulle de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et de dénoncer un certain nombre de textes internationaux, eh bien, François Hollande, tel le domestique de Washington, aurait décidé de profiter de ce 50e anniversaire pour faire la machine inverse et pour apparaître comme désormais le larbin le plus lamentable des États-Unis d'Amérique. Là aussi, M. Hollande, qui les collectionne, devrait quand même faire très attention à ne pas pousser le bouchon trop loin, parce qu'entre la crise sociale, la crise économique avec le chômage dont je n'ai pas parlé, la crise multiforme que l'on a dans toute une série de professions, médecine, enseignement, etc., plus la crise de légitimité politique, plus, qu'on a d'ailleurs vu encore aux dernières élections, plus la crise créée par l'affaire de cet état d'urgence, plus maintenant il en rajoute dans la domesticité vis-à-vis de Washington, tout ça, ça fait beaucoup. Et il serait bien avisé de se dire qu'il faut quand même lâcher du lest. Voilà. En particulier, j'espère que le projet de loi qui consistait à manipuler, à manigancer encore une manipulation sur l'élection présidentielle, le projet de loi Urvoas, j'espère que pour l'instant on n'entend plus parler. Il semble que les protestations que nous avons faites et que vous avez faites, parce que beaucoup de nos adhérents et sympathisants qui se sont manifestés auprès de leurs députés, il semble quand même un certain nombre de députés se soient dit c'est peut-être pas le moment d'en rajouter encore une louche sur ce côté-là. Alors je le signale, je vous demande de poursuivre dans cette direction, ne lâchez pas le morceau. Il faut que sur cette question de l'élection présidentielle, parce que c'est très très grave ce qui se passe derrière, ce qui se cache derrière, c'est le musellement de toute opposition au moment de l'élection la plus essentielle de la vie politique française. Donc n'hésitez pas à relancer une nouvelle fois les députés que vous connaissez en vous manifestant à eux, en disant alors où est-ce qu'on en est. Nous vous rappelons que il n'est pas question, nous prendrons en compte votre réponse. Voilà, il ne faut pas lâcher le morceau. Nous devons nous battre sur cette question comme sur toutes les autres. Et la situation en Europe, où en est-on ? Alors, la situation en Europe, alors là, elle est assez gratinée. Enfin, je veux dire, le gratin est archi cuit et même brûlé. Mais maintenant, ça commence à sentir dans tout l'appartement. C'est ça la nouveauté, c'est que quand j'ai créé l'UPR en 2007, je voyais moi bien, j'avais vu que les ingrédients qui étaient mis dans le four commençaient à chauffer et que le four allait carboniser tout ça. Alors j'avais prévenu dans cette espèce de cuisine infernale, j'avais prévenu les convives qu'il fallait sortir de là. Les gens disaient mais comment ça sent délicieusement bon, vous exagérez. Puis progressivement, malheureusement, les années passant,
eh bien, malheureusement, tout ce que j'avais dit s'est révélé exact, mais terriblement exact. Voilà. C'est exact de façon effrayante. Je pensais même, il y a des internautes qui m'ont fait remarquer, j'ai fait il y a quelques années une conférence qui s'appelle sur l'Europe sécuritaire. Quand j'ai fait cette conférence, c'était il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, les gens considéraient que l'Europe c'est un grand espace de liberté, c'était formidable. Comment pouvait-on considérer que l'Europe était un organisme qui allait tuer les libertés publiques? Ben, nous y sommes, on y est en plein. On y est en plein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau européen? Eh bien, il s'est passé, on a le sentiment que l'affaire est en train de se désintégrer. C'est vraiment l'Union soviétique de Tchernenko ou de Gorbatchev. C'est vraiment l'Union soviétique finissante. En fait, le tissu est élimé, ça part de partout. Alors vous avez des gens qui essaient de ravauder tel ou tel trou dans le tissu, mais en gros, ce sont des cache-misères. Il y a le sommet de Davos qui s'est réuni en Suisse et qui rassemble, comme vous le savez depuis maintenant un certain nombre d'années, les grands de ce monde ou ceux qui sont des demi-grands et qui essaient de se pousser du col en disant « j'étais à Davos ». Au passage, d'ailleurs, ces réunions de Davos permettent, moi, de répondre à ceux qui me disent « vous ne parlez jamais de Bilderberg » ou je sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais très bien compris pourquoi il y en a qui faisaient une fixation sur les rencontres de Bilderberg plutôt que sur Davos. Tout ça, c'est en fait des rencontres qui, certaines sont un peu secrètes, d'autres qui sont comme Davos, qui sont très sur la place publique, où en fait se rencontrent les grands dirigeants du monde économique, financier de la planète. C'est comme à l'OCDE d'ailleurs, et où prévaut une espèce de consensus mou, enfin pas si mou que ça d'ailleurs, mais une espèce de consensus sur les élites du monde capitaliste, si j'ose dire, qui formulent des orientations générales. Alors ce qui est intéressant à Davos, c'est que ça a été la sonnette d'alarme sur la construction européenne. Il y a un rapport qui est sorti qui a indiqué que, en fait, l'Union européenne était menacée. Alors menacée, il sortait à la fois par la crise des migrants, qui ne sont pas des migrants, qui sont des réfugiés de guerre, ou qui sont d'ailleurs, on en apprend de belles tous les jours sur cette histoire de migrants. Aux dernières nouvelles, il y aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas de nationalité syrienne. On découvre que c'est une véritable, j'en parlais déjà la dernière fois, une opération qui a été lancée. C'est une opération probablement de déstabilisation qui a été lancée, même s'il y a des drames humains et une réalité humaine à la base, mais il y a quand même aussi des forces, notamment du côté de la Turquie ou des États-Unis, qui ont dû se faire un malin plaisir à essayer de déstabiliser les pays d'Europe. Donc, le rapport de Davos cite ça. Il cite également les difficiles réformes indispensables, tatitata, qui ne sont pas mises en œuvre. On connaît la musique. Alors, eh bien, ce rapport de Davos montre que les élites euro-atlantistes commencent à prendre peur. On a appris que l'inénarrable George Soros, qui finance avec son Open Society et qui finance des tas de mouvements, d'ONG, etc., de pseudo-ONG des droits de l'homme et qui met son grain de sel partout, qui d'ailleurs avait avait indiqué qu'il fallait que l'Europe s'ouvre aux migrants. Monsieur George Soros lui-même a annoncé qu'il était très inquiet sur l'évolution de l'Union européenne. Alors, moi, je regarde ça avec une certaine philosophie, parce que je me rappelle que lorsque j'ai créé l'UPR en 2007, quand je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, on me regardait, 99,9% des gens me regardaient comme si j'étais malade, comme si j'étais un malade mental, comme si j'étais un zombie. Quand je vois que maintenant, à ce grand forum international qui est Davos, qui réunit un grand nombre de chefs d'État, de chefs de gouvernement, de grands dirigeants d'entreprise, eh bien maintenant le sujet est sur la table, je me dis que décidément, eh bien les esprits et les événements se sont imposés parce que les faits se sont imposés. Voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que vous devez faire confiance à notre mouvement, et parce que nous ne nous sommes, de fait, jamais trompés, fondamentalement, ni même dans les détails, sur ce qui allait se produire. J'en profite pour lancer un appel aux adhésions à notre mouvement. Parmi les éléments de nécrose avancée de la construction européenne, il y a la nécrose de l'espace Schengen.
l'espace Schengen est quasiment moribond. Il est moribond. À peu près la plupart des États maintenant ont redressé, ont rétabli des frontières, notamment pour lutter contre l'immigration massive venue des pays du Sud, qui déstabilise d'ailleurs tous les pays d'Europe, et notamment les opinions publiques. Mais on a appris ces jours-ci qu'il y aurait une note qui circulerait, qui aurait été concoctée quelque part entre La Haye et Berlin, où il serait question d'un mini Schengen, c'est-à-dire une espèce de zone de libre circulation qui ne concernerait que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, je ne sais plus s'il y avait la Belgique, et puis peut-être également le Danemark et l'Autriche. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'il y aurait les prémices de ce que certains anticipent, c'est-à-dire une fracturation en 1000 morceaux de l'Union européenne. Certains, et non des moindres, on a vu des gens comme Michel Barnier, enfin je ne sais pas si c'est un des moindres, bon, Michel Barnier qui a été un commissaire européen, et Monsieur Michel Rocard aussi, qui a fait des déclarations assez stupéfiantes il y a quelques semaines en disant que c'était foutu, que l'Europe était foutue. Donc on voit que les gens anticipent un morcellement possible de tout cet espace européen, avec ce morcellement Schengen qui pourrait conduire au morcellement de la monnaie européenne. Et je rappelle que dans certains cartons, il y a des gens qui envisagent qu'il pourrait y avoir une espèce d'euro résiduel qui regrouperait en fait les pays ayant une très forte discipline monétaire. Et notamment, c'est à peu près les mêmes. En tout cas, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg. Il manque que la Finlande. Les 4 pays qui, si l'euro éclate, verront très probablement leur monnaie nationale, qui sera donc recréée dans la foulée, ils verraient leur monnaie nationale s'apprécier par rapport au cours pivot qu'elles avaient vis-à-vis du dollar lorsqu'elles étaient dans l'euro. Eh bien, ce sont ces 4 pays que je viens de citer. Voilà. Alors, voilà, c'est intéressant parce que on voit que ça phosphore, ça cogite dans les allées des pouvoirs à Berlin, à La Haye, à Londres, à Helsinki, voilà, dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, les gens, les dirigeants réfléchissent. On pourrait ajouter à Prague, à Budapest. Voilà. Il n'y a qu'à Paris-sur-Seine où nos dirigeants, eux, ne veulent absolument rien savoir. Ils sont en tout cas convaincus que l'Union européenne est une chose formidable. Mais donc, dans un certain nombre de grandes capitales de l'Europe, on réfléchit à des scénarios maintenant de sortie de cette affaire. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que cet effondrement de l'espace Schengen, qui était encore tout à fait inconcevable dans l'esprit de beaucoup de gens et de dirigeants il y a encore 6 mois, nous enseigne quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Je tiens à le rappeler, c'est que il ne faut jamais dire jamais, ni en politique ni en histoire. Ceux qui pensaient que la construction européenne, c'était comme la construction du socialisme, rappelez-vous, c'était un truc irréversible, on ne pourrait jamais revenir en arrière, ce serait beaucoup trop compliqué, ici et ça. Ça s'effondre en quelques semaines, comme toutes les œuvres humaines. Donc l'espace Schengen est en train de s'effondrer. L'Union européenne, l'euro suivra, l'OTAN également, du moins il faut l'espérer. Donc c'est un argument très fort en fait que je vous dis. C'est pas un argument technique, c'est pas un argument parce qu'il y a toujours des gens qui veulent arguer, etc. Je renvoie à la conférence que j'ai faite sur le jour d'après où j'ai notamment moi-même et Vincent Brousseau, notamment pour les questions monétaires, et l'UPR de façon plus générale, on a apporté énormément de réponses aux interrogations. Mais on a beau creuser un sujet, il y a un moment à partir duquel c'est l'intuition qui doit demeurer, parce que c'est l'intuition qui gouverne les affaires des hommes. Et bien l'intuition, elle est désormais confirmée par les événements. L'intuition, c'est que les gens qui vous ont fait croire que la construction européenne était irréversible, eh bien maintenant sont démentis par les événements. La construction européenne, non seulement est réversible, mais elle sera détruite. Mais je reviens à mon propos. Je reviens à mon propos parce que
dans cette espèce de dégringolade générale, il y a plusieurs éléments qui surgissent. Premièrement, ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, où les sondages montrent que désormais les partisans du Brexit, c'est-à-dire de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien, ne cessent de gagner du terrain. Il y aurait, d'après l'un des derniers sondages en date, 52% des Britanniques qui voudraient sortir de l'Union européenne, contre 48% qui ne voudraient pas. Et puis, il y a quand même une trentaine de pourcents, je crois, qui ne se prononcent pas, qui sont exclus de ce calcul. Enfin, ça fait quand même beaucoup. On a appris d'ailleurs au passage, s'agissant de cette affaire de Brexit, donc de sortie, la campagne qui commence à se mettre un petit peu en œuvre. On ne sait pas exactement quand va avoir lieu le référendum. Certains disent au milieu de l'année 2016, d'autres disent à l'automne. Il avait même été envisagé que ça pourrait avoir lieu en 2017. En tout cas, c'est quelque chose dont on va reparler dans les mois qui viennent et que nous allons évidemment suivre avec la plus grande attention. Et la plus grande attention, eh bien, il faut déjà voir il y a eu un mini-scandale, quand même un scandale, en tout cas une preuve éclatante qui a été portée sur la place publique, c'est que l'on a appris, il y a 3-4 jours, on a appris que Goldman Sachs, donc la plus grande banque d'affaires américaine, la pieuvre Goldman Sachs, comme certains l'appellent, celle à laquelle appartenaient un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne, ou l'ancien président du Conseil italien, ou bien actuellement Mario Draghi, le président de la BCE, eh bien on a appris que Goldman Sachs a fait un don aux partisans du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, donc aux partisans lors de ce référendum, pour les aider à faire campagne. Et le don, c'est pas un don de 3 euros, c'est un don qui a été donné dans la presse britannique, 6 digits. Ça veut dire 6 chiffres, ça veut donc dire, on parle en livres sterling, puisque ça se passe au Royaume-Uni, ça veut donc dire que Goldman Sachs a donné au minimum 100 000, puisque ça fait 6 chiffres, 100 000 livres sterling, et au maximum, si l'information est exacte, mais elle a été reprise par tous les journaux d'outre-Manche, au maximum 999 999 livres sterling. À mon avis, ça doit plutôt être vers la fourchette du haut que vers le haut de la fourchette que vers le bas. Ça doit être quelque chose alentour de 900 950 000 livres sterling, ce qui fait à peu près quelque chose comme 1,3 million ou 1,4 million 100 000 $. Voilà le cadeau fait par Goldman Sachs. Alors on peut imaginer que JP Morgan va faire pareil, et puis que toutes les grandes entreprises du lobby militaro-industriel ou du lobby financier américain, ou d'ailleurs d'un certain nombre de grandes banques européennes et pourquoi pas françaises, vont également peut-être cracher au bassinet pour donner cet argent. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'en France, des tels financements seraient absolument interdits parce que là, voilà, c'est un scandale. On va avoir non seulement M. Cameron va faire le Premier ministre qui lance le référendum, va très probablement essayer de manipuler la presse, va essayer d'utiliser tous les leviers de l'État pour faire adopter pour favoriser le camp des gens qui veulent rester dans l'Union européenne, mais en plus de ça, eh bien, il croule sous l'argent. En attendant, eh bien, ce cadeau de Goldman Sachs aux partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne doit nous donner un argument supplémentaire à 2 égards. D'abord, c'est une excellente réponse à tous ceux qui nous traitent de conspirationnistes. Mais si ça, c'est est-ce que c'est du conspirationnisme que de lire que dans la presse britannique que Goldman Sachs donne sans doute plus d'1 million de $ aux partisans pour favoriser le vote du maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni. En tout cas, c'est un fait établi. Donc voilà la première des premières choses. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est naturellement que Goldman Sachs est un des piliers des finances aux États-Unis. On voit bien que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas la fin de l'Union européenne, mais bien son maintien. Je rappelle que l'on a, pendant des décennies entières, expliqué aux Français que la construction européenne avait vocation à s'opposer aux États-Unis. Bon, voilà. Fermez le banc, Goldman Sachs file plus d'1 million de $ aux partisans du maintien de Londres dans l'Union européenne. Que vous inspire la scène internationale ?
Au niveau international, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien entendu. Il se passe évidemment des événements tous les jours dans tous les pays du monde. Je ne peux évidemment pas tout commenter. J'aurais tendance, pour ne pas, comment dirais-je, fatiguer le téléspectateur, à mettre en avant un événement. C'est les révélations du New York Times. Il y a quelques jours, le New York Times, avec le Washington Post, c'est l'un des deux plus grands journaux des États-Unis d'Amérique. Eh bien, il y a donc quelques jours, il a sorti un article très très impressionnant, puisqu'il nous apprend, il confirme en fait tout ce qu'on pouvait dire, ce que moi j'ai dit, mais ce que d'autres observateurs ont dit également, à savoir que les rebelles syriens, les fameux rebelles syriens contre le président Bachar el-Assad, en fait étaient largement encadrés, même très largement encadrés par la CIA américaine, et que la CIA américaine avait fait son affaire du financement de toutes ces opérations avec le gouvernement saoudien qui a filé des milliards de dollars. Voilà ce que l'on a appris. Alors, c'est évidemment tout à fait intéressant parce que ça veut dire que, tous ceux qui veulent empêcher les Français de réfléchir, tous ceux qui veulent les intimider, toujours par la même histoire, conspirationnisme, complotisme, etc., tous les Rudy Guyet ou Ornella Reichstadt de la Terre, en tout cas en France, maintenant ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que le New York Times est un journal conspirationniste et complotiste ? C'est ça qu'il faut nous l'expliquer. Voilà. En attendant, laissons de côté ces petits soldats de la désinformation made in USA. En réalité, les informations maintenant s'imposent. On a compris que, en fait, cette guerre qui a été menée contre Bachar el-Assad, je ne dis pas que Bachar el-Assad est approuvé par 100% de sa population. Je dis qu'il doit être approuvé sans doute par quelque chose comme 60% de sa population et il a beaucoup d'opposants. Mais Monsieur Hollande, lui, il y a plus de 80% des gens qui ne peuvent plus le voir en peinture. Bon. En attendant, c'est une manœuvre de déstabilisation qui avait bien été lancée par les États-Unis, financée par l'Arabie saoudite. Et puis, de fil en aiguille, on imagine également que les financements ont percolé vers Daesh. Parce que parmi les rebelles syriens, il y en a qui, paraît-il, s'opposent à Daesh, il y en a qui ont parti liés avec Daesh. Voilà. Donc petit à petit, la vérité commence à se faire jour et elle n'est pas brillante. Elle est même particulièrement accablante pour l'impérialisme américain. Alors j'en profite d'ailleurs, puisque je cite cet article de New York Times. J'en profite pour dire, j'ai vu un article sur un autre sujet qui concernait les mésaventures de Madame Clinton. Vous savez que Hillary Clinton est candidate à la candidature démocrate pour être à la présidence de la République pour les États-Unis d'Amérique. Or voilà que Madame Clinton, elle a du souci à se faire parce qu'elle a fait preuve d'une très grande légèreté dans le maniement de certains documents de secret ou confidentiel défense ou secret d'État. Elle a utilisé son téléphone, ou je ne sais plus ce qu'elle a fait exactement. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Les faits et gestes de Mme Clinton ne m'intéressent pas énormément. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même l'affaire politique, puisque, en définitive, elle pourrait être, puisque les Américains, qui ne sont pas toujours des rigolos, ils le sont même assez rarement, dès qu'il s'agit la nation américaine, dès qu'il s'agit des services de renseignement, dès qu'il s'agit des secrets d'État, ils sont excessivement intransigeants. Alors, Madame Clinton pourrait bien se retrouver devant une situation très très ennuyeuse pour elle, pour la présidentielle. Ce qui pourrait donner un petit peu de place à un candidat dont j'ai déjà parlé, Bernie Sanders, qui est un peu à la gauche de l'aile démocrate et qui pourrait essayer de se faufiler. Alors, en attendant, j'ai vu un article là qui m'a frappé, qui a été écrit par Paul Craig Roberts. Paul Craig Roberts, vous savez, c'est un ancien sous-secrétaire au Trésor du gouvernement Reagan aux États-Unis d'Amérique. C'est un Américain qui ne mâche pas ses mots. Il a un blog très très suivi où il lance des philippiques à l'encontre du gouvernement américain qui sont parfois absolument saisissantes.
quand je pense à cette pauvre Léa Salamé qui m'avait demandé si j'étais pas anti-américain, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait ce qu'écrit Paul Craig Roberts, ancien sous-secrétaire au Trésor de Paul Reagan, sur les États-Unis d'Amérique. Alors si je dis ça, c'est que Paul Craig Roberts a écrit justement un petit article assez extraordinaire sur les mésaventures judiciaires et le risque que Madame Clinton soit poursuivie pour espionnage ou pour divulgation d'éléments secrets. Et à la fin de cet article, il y a quand même une phrase qui m'a frappé et dont je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. Monsieur donc Paul Craig Roberts écrit très exactement comme me l'a dit un jour un sous-secrétaire à la Défense, ouvrez les guillemets, les gouvernements européens sont à nos ordres, nous les payons et nous en sommes propriétaires. Voilà. Alors ça venant d'où ça vient, c'est-à-dire encore une fois d'un sous-secrétaire au Trésor du gouvernement Reagan, qui fait allusion à une propos que lui aurait tenu certainement à l'époque un sous-secrétaire à la Défense, c'est quand même tout à fait impressionnant. Et j'attends que ceux qui traitent l'UPR de complotiste parce que nous disons que la construction européenne a mis l'ensemble des pays de l'Union européenne et des dirigeants sous la coupe des États-Unis d'Amérique, j'aimerais savoir ce que ces gens qui nous critiquent pensent de cette révélation. Aimeriez-vous aborder un autre sujet ? Il y a toujours plein de sujets. Je vais en dire deux. Il y en a un que j'ai trouvé assez sympathique. Ça nous vient d'Italie. Maintenant, en Italie, il semble que les Italiens, à leur tour, commencent à se rebiffer contre la mainmise américaine, mais cette fois-ci en matière de culture. L'équivalent de l'Académie française, elle existe en Italie, eh bien, elle est partie en guerre contre l'invasion des anglicismes dans la société italienne. Le premier, d'ailleurs, à utiliser des mots d'anglais constamment et à jet continu étant Matteo Renzi, c'est-à-dire le président du Conseil, qui est évidemment la marionnette européiste en chef à la tête du gouvernement italien. Mais il y a de plus en plus d'Italiens qui commencent à en avoir assez, qu'il ne s'agisse que la langue de Dante soit désormais truffée de globish du colonel Sanders. Voilà. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne réaction, parce que je trouve qu'il faut absolument que la France retrouve sa fierté nationale, son identité, une fierté légitime et ouverte sur le monde. Il ne s'agit plus de revenir au conflit du passé, mais il s'agit de se sortir de cette gangue qui nous mène d'ailleurs à la guerre avec l'ensemble des autres civilisations. Et je me réjouis de voir que notre sœur latine, parce que s'il y a bien un pays dont on est proche dans le monde, enfin il y en a plusieurs, on est très proche des Suisses francophones et des Belges francophones, des Wallons et des Romans. Mais s'il y a bien un pays avec lequel on est quand même très proche, c'est l'Italie, qui est un pays, j'avoue, assez cher à mon cœur, parce que je connais bien l'Italie. Je suis allé dans à peu près partout du nord au sud. C'est quand même l'un des plus beaux pays du monde et qui recèle des trésors d'art et d'histoire fabuleux. Enfin, tout le monde est au courant. Et je suis heureux de voir ça, parce que je suis allé en Italie il y a quelques années, à Rome, où je voulais montrer un petit peu la ville éternelle à mon fils. Et j'avais été j'avais été quand même assez désagréablement surpris de voir que partout il y avait l'invasion de l'anglo-saxon absolument partout, comme c'est le cas en France. Je suis heureux si l'Italie se ressaisit et décide de faire le ménage. Ça va d'ailleurs de pair avec des instituts de sondage italiens qui ont montré que de plus en plus d'Italiens maintenant veulent qu'on réaffirme les valeurs de l'Italie. Et moi, je suis heureux, parce que imaginez ce que serait un monde sans la France et un monde sans l'Italie. C'est un monde triste, c'est horrible, voilà. Donc nous devons avoir des nations d'Europe qui soient fières de leur passé, ouvertes vers l'avenir, évidemment ouvertes à des coopérations, mais moi je ne verrai que des avantages à ce que les Français apprennent l'italien, n'est-ce pas, plutôt que le Poitevin Saintongeais,
ou bien le morvandio. Hein, voilà. Donc des grandes langues comme la langue française ou la langue italienne. Au-delà de l'anecdote, ce qui n'est pas une anecdote en fait, on voit bien que c'est une tendance lourde, comme disent les gens qui font de la prospective. C'est ce qu'on appelle un fait porteur d'avenir. On voit bien que ici, puis là, de plus en plus, les peuples d'Europe veulent retrouver leur dignité parce qu'ils en ont assez d'être écrasés sous la botte de la marchandisation généralisée venue d'outre-Atlantique et de la médiocrisation, si j'ose dire, venue d'outre-Atlantique. Il faut que les pays d'Europe se ressaisissent et se redressent. Vraiment, je suis heureux de cette nouvelle venue d'Italie. Voilà. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, si je voudrais dire un petit mot sur cette information extraordinaire. On a appris que les États-Unis d'Amérique avaient décidé de mener des enquêtes pour voir quelle était l'infiltration de la Russie dans les partis politiques, en particulier les partis politiques en Europe et en particulier en France. C'est quand même incroyable. Ça m'a d'ailleurs valu le plaisir d'être interrogé par la radio russe Radio Sputnik, qui m'a accordé un entretien qui a duré à peu près 13 minutes 30 secondes, dans lequel j'ai raconté quand même un petit peu à quel point c'était quand même extraordinaire de voir les États-Unis d'Amérique qui ont infiltré absolument tous les grands médias du pays et tous les grands partis politiques français venir maintenant nous expliquer qu'ils vont aller mettre leur nez pour voir si la Russie n'infiltrerait pas les partis politiques français. On croit rêver. On croit rêver d'abord parce que c'est de leur propre turpitude qu'ils parlent. Et deuxième, je dis pas que la Russie, notamment du temps de l'URSS, tout le monde sait bien que du temps de l'URSS, elle influait sur le Parti communiste français, sur la CGT. Mais c'était du temps de l'URSS. Actuellement, la Russie essaye de développer effectivement ses intérêts géopolitiques par de l'information. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils me reçoivent sur Radio Sputnik. Je vous conseille d'ailleurs d'aller écouter cet entretien qui a un beau succès sur Radio Sputnik. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, je n'ai pas reçu le moindre kopek venant de Moscou. Personne ne m'a donné le moindre rouble. D'ailleurs, me l'eût-on proposé que j'aurais dit non. D'abord parce que c'est illégal, et ensuite pour un problème d'éthique. Nous sommes français, nous ne voulons dépendre de personne. Nous ne voulons pas dépendre des financements venus d'Arabie Saoudite ou du Qatar ou des États-Unis, et non pas plus d'ailleurs de Chine ou de Russie. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque je suis allé en Russie, eh bien j'ai parlé librement. Alors que c'est lorsque je reviens en France que malheureusement tous les grands médias nous sont interdits. Et je vous invite à réfléchir à ceci, c'est que quand même vous avez un pays, les États-Unis d'Amérique, qui expliquent comme ça qu'ils vont envoyer des émissaires pour aller venir enquêter en France pour voir si la Russie n'est pas en train d'infiltrer les partis politiques français. Ils craignent peut-être que la Russie ait créé une espèce de French-Russian Foundation, n'est-ce pas? Comme il y a la French-American Foundation, c'est peut-être ça qu'ils craignent, c'est que les Russes se soient mis à bonne école. Mais où allons-nous? J'espère bien que le gouvernement français dira au gouvernement américain qu'il est hors de question que qui que ce soit mette les pieds en France pour mener ce genre d'enquête. Sinon, moi, ce que je demande, c'est que la France aille aux États-Unis d'Amérique pour aller voir si, par hasard, je sais pas moi, le Paraguay n'infiltre pas les partis politiques américains, ou bien également si certains partis politiques américains n'infiltreraient pas certains partis politiques français. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? En fait, les États-Unis d'Amérique se jugent au-dessus de la loi internationale, se jugent comme le parrain comme un de type mafieux, le parrain de l'ensemble des pays qui sont tombés sous leur coupe. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Il faut que les Français disent non. Voilà. Pour conclure, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit brièvement tout à l'heure et sur lequel j'insiste de nouveau, c'est la nécessité à toutes les personnes qui m'écoutent d'adhérer à l'UPR. Et aussi à celles qui ont déjà adhéré de verser leur cotisation annuelle. Je l'ai dit et redit, c'est extrêmement important. On a d'ailleurs un rythme d'adhésion qui a très légèrement fléchi depuis maintenant une semaine, mais qui est très très élevé. On a terminé l'année 2015 sur des chapeaux de roue. On a commencé 2016 également sur des chapeaux de roue. Il ne faut pas que ce rythme s'affaiblisse. Il faut au contraire qu'il se maintienne et même qu'il augmente. Et pourquoi? Je l'ai dit et je le répète.
Rappelez-vous, nous avons eu 190 000 électeurs le 6 décembre dernier. Il suffirait qu'il y ait 20% de ces électeurs, c'est-à-dire 38 000 personnes, qui adhèrent à l'UPR, pour que d'un seul coup, on passe de 10 000 adhérents, 10 340, je crois, ce soir, à quelque chose comme à peu près 50 000 adhérents. 48 000 à 50 000 adhérents. Avec 48 000 ou 50 000 adhérents, nous devenons ipso facto l'un des premiers partis politiques français en nombre d'adhérents. Et de surcroît, nous aurons l'argent nécessaire pour entamer les élections de 2017, parce qu'elles arrivent, elles sont en ligne de mire. Voilà. Donc, je n'ai pas encore relancé de collecte. Je disais dans notre entretien précédent que notre situation financière était satisfaisante puisque nous n'avons aucun endettement et que nous avons une situation de fonds propres positive, mais elle n'est quand même pas pléthorique. Nous n'avons que quelques milliers d'euros nécessaires pour faire comment dirais-je, ce qu'on appelle le fonds de roulement. Mais pour l'année 2016 et pour l'année 2017, on va avoir besoin de beaucoup d'argent. Alors on a besoin de beaucoup d'argent, on a besoin de beaucoup d'huile de coude également pour coller les affiches, distribuer les tracts, et puis on a besoin de beaucoup d'adhérents pour porter la bonne parole. Voilà, donc j'insiste de nouveau, rappelez-vous ces chiffres. Nous avons 10 340 adhérents aujourd'hui, nous avons fait 190 000 adhérents. Il suffirait nous avons fait 190 000 électeurs, il suffirait qu'un électeur sur 5, c'est quand même pas la mer à boire, se décide à adhérer pour que d'un seul coup on fasse un score qui fasse trembler la scène politique sur ses bases. J'insiste, parce qu'il n'y a que comme cela que nous franchirons le mur des grands médias. Lorsque l'UPR comptera 30, 40, 50 000 adhérents, les grands médias, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, ne pourront plus faire comme si nous n'existions pas. Rappelez-vous ce que je dis quand je termine certaines de mes conférences. Je cite Max Frisch, qui était un essayiste suisse, qui disait que dans les dictatures militaires, il y a quelque chose qui est pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Voilà. Eh bien, malheureusement, on n'est pas encore dans une dictature militaire, Dieu soit loué, mais malheureusement, cet état d'urgence illimité, ce mauvais climat, ce climat de fait quasi dictatorial qui règne en France, y compris la pensée unique obligatoire un peu partout et notamment dans les grands médias, tout ceci nous en rapproche. Donc face à ça, eh bien, la chose la pire que vous pourriez faire, c'est de rester derrière votre écran d'ordinateur, dans vos pantoufles, en disant c'est très bien, et puis attendons. Non, il ne faut pas attendre. Vraiment, j'en appelle au civisme de chacune et de chacun d'entre vous. Nous devons avoir des adhésions massives tout au long de l'année 2016 pour tourner l'année 2017, pour participer à l'élection présidentielle et aux élections législatives dans la meilleure configuration possible. Songez-y, je vous remercie.